Il y a ce que l'on croit être juste pour les enfants et la réalité. Cette dissonance cognitive a plus ou moins été théorisée en économie par une expression, l'effet Cobra. Alors de quoi s'agit-il ? Cette expression remonte à l'époque coloniale en Inde, où le gouvernement anglais avait offert une prime aux habitants pour qu'ils se débarrassent des cobras qui proliféraient en ville. Au départ, cette mesure a porté ses fruits et le nombre de cobras a diminué. Mais les habitants ont commencé à élever des cobras en cachette pour pouvoir toucher la prime. Lorsque ça s'est su, les Anglais ont stoppé les primes et les éleveurs, complètement dépités, ont libéré tous les serpents en même temps. Résultat, les villes se sont retrouvées submergées de cobras. Leur nombre était bien plus important qu'au départ. S'il y a bien un domaine dans l'histoire contemporaine où l'effet Cobra devrait être étudié plus sérieusement, selon moi, c'est bien la protection de l'enfance. En effet, lorsqu'on cherche à comprendre les effets des politiques de la protection de l'enfance, on découvre des choses. Pendant des siècles, les sociétés ont tenté par tous les moyens de remédier aux abandons d'enfants, à leur maltraitance, aux infanticides, par des mesures de plus en plus sophistiquées, jusqu'à mettre au monde cette énorme machine de guerre, à la fois administrative et juridique, qui dévore jusqu'à maintenant non seulement des enfants orphelins sans parents, mais aussi des dizaines de milliers de familles, même lorsque celles-ci ne présentent aucun dysfonctionnement majeur. Les experts appellent pudiquement cet effet pervers placement abusif ou désenfantement. Sauver des enfants est une cause noble au départ, et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais force est de constater que la cause s'est substituée aux conséquences. En d'autres termes, la protection de l'enfance est devenue une source de rentabilité inépuisable, selon certains. Rien qu'en France, cette année, 11 milliards d'euros sont alloués aux services sociaux pour pouvoir séparer les enfants de leurs familles dites déviantes. Ça vous fait peur ? Alors imaginez les dégâts que ce même énorme cobra peut faire à l'échelle globale. Ma thèse, qui traitait au départ de l'histoire moderne de la protection internationale de l'enfance, n'a pas pu éluder cet aspect. Si j'avais choisi une voie de sortie facile, c'est-à-dire ne traiter que les retombées positives des politiques internationales de la protection civile pour protéger les enfants, et il y en a eu des retombées positives, beaucoup, j'aurais peut-être fini à temps ma thèse. Mais comment aurais-je pu me regarder dans un miroir ? Tous ces petits visages fripés que j'avais entreaperçus en ouvrant cette boîte de Pandore m'auraient poursuivi toute ma vie, jusque dans ma tombe. C'est pourquoi j'ai décidé, en dernière minute, d'ajouter ce chapitre, celui qui sera consacré à essayer de comprendre la source historique du problème. D'où venait l'idée complètement loufoque que plus on essaye de sauver d'enfants sur la planète, et plus leur nombre s'accroît. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Convention des droits de l'enfant prévoit de séparer les enfants de leurs parents en les regroupant dans des zones dites prioritaires. Lorsque la guerre éclate en septembre 1939,
les experts de la protection de l'enfance ont intégré l'idée que la guerre peut un minimum être contrôlée et qu'il est donc possible d'aménager des espaces de paix pour y mettre à l'abri les enfants des bombardements aériens. Leurs études ont été publiées dès 1953 par la Croix-Rouge internationale et elles mettent en lumière la problématique des bombardements des villes. Jean Fautrière, chargé de ces mesures, considère que toute grande zone urbaine est susceptible d'être prise pour cible par des avions bombardiers en temps de guerre. Ce type d'artillage ne permet pas d'atteindre précisément des cibles militaires au sol et menace donc gravement l'intégrité des populations civiles d'enfants. Son discours se veut technique pour être convaincant. Je cite : « À la base de tout notre système de protection civile et de sa forme particulière, la protection par éloignement se trouve la notion de secteur menacé. Qu'est-ce qu'un secteur menacé ? C'est une portion de territoire voisine d'un objectif possible de bombardement aérien et sur laquelle pèse par conséquent une menace. Comment déterminer approximativement l'étendue d'un tel secteur ? Il faut d'abord s'efforcer d'apprécier la distance théorique en deçà de laquelle un nombre appréciable de bombes destinées à un objectif risque, en raison de l'inévitable dispersion, de frapper des populations civiles qui ne sont pas spécialement visées. » Fin de citation. Les exemples de bombardements des villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, qui ont eu lieu le 6 et 9 août 1945, viennent appuyer ces propos en persistant à voir le bombardement des populations civiles à grande échelle comme un dommage collatéral militaire. Je cite : « Il est permis en effet d'exclure l'hypothèse des bombardements terroristes systématiques, n'ayant aucun autre objet que d'anéantir la population civile et de la frapper d'épouvante pour briser son moral. S'il n'en était pas ainsi, toute notre précision sur les points de chute probables des bombes serait impossible. On pourrait seulement estimer que l'ennemi attaquerait de préférence les agglomérations, qui sont particulièrement importantes et denses. » Fin de citation. Par souci de technicité, topographier le risque de dommage collatéral de la guerre revient à mettre sur le même plan tir dissuasif et tir maladroit. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les villes de Nagasaki et d'Hiroshima deviennent, après les années 50, une unité de mesure de la protection civile en cas de guerre. Je cite : « Au-delà de 3 km de l'épicentre de l'explosion, on trouve encore quelques incendies, des blessés superficiellement atteints par des projections de matériaux, et surtout par des éclats de verre, et encore quelques brûlés par l'éclair, mais pas irradiés. Ce chiffre de 3 km constitue un strict minimum, essentiellement sujet à révision, et qui paraît même devoir être relevé sans plus attendre pour certaines grandes cités, susceptibles d'être attaquées en raison de leur superficie par des engins plus puissants. En procédant à de telles évaluations, il faut pourtant jamais sous-estimer l'efficacité d'abris, même sommaires, à partir d'une certaine distance de l'épicentre. La méthode des tranchées familiales, notamment, pourrait permettre dans les banlieues de limiter considérablement l'étendue des aires à évacuer massivement. » Fin de citation. Au début des années 50, l'Europe reste hantée par un retour possible de la guerre et les études cristallisent cette psychose en élaborant toutes sortes de plans d'évacuation en cas notamment de Troisième Guerre mondiale. Après 1945, les effets de la guerre moderne poussent en effet la communauté scientifique à mesurer les risques de guerre pour pouvoir anticiper ces mouvements.
dans cette entreprise se rapprochent alors les gouvernements des instances internationales, les petites des grandes administrations, le secteur public du secteur privé. C'est ainsi que se codifie autour de la menace de guerre totale tout un langage de la protection civile de l'enfance, soit qu'il soit en temps de paix, de guerre, de risque de guerre. Des plans d'évacuation sont échafaudés à partir de questions essentielles telles que, je cite, « De quelle partie du territoire doit-on éloigner les populations ? Qui doit éloigner et où doit-on réinstaller ces populations ?» Fin de citation. La définition que Jean Vautrière fait de la notion de spatialité en temps de guerre tend à conceptualiser les notions de secteurs menacés, les zones de sécurité. Les plans d'évacuation de la population s'ajustent à ces deux nouveaux concepts, avec la catégorie de secteurs menacés, l'étendue des secteurs menacés et la délimitation des secteurs menacés. Et d'autre part, les zones d'évacuation restreintes ainsi que les zones d'évacuation étendues. Pour l'expert français, il ne fait pas de doute que pour être viable, un plan d'évacuation à l'échelle nationale doit être testé en amont du temps de guerre, c'est-à-dire en période de paix, comme s'il s'agissait d'une gigantesque répétition. La préoccupation des instances de protection de l'enfance en cas de guerre se résume donc à deux choses. Premièrement, distinguer la population combattante de celle non combattante. Deuxièmement, évacuer la population non combattante, c'est-à-dire les enfants, loin des villes qui sont prises pour cible en temps de bombardement. Je cite : « La population des grandes villes, et même des villes moyennes, ne pourra vraisemblablement pas être évacuée en entier. Les femmes, et si la guerre dure tant soit peu, les hommes inaptes au service armé devront aussi demeurer sur place afin d'assurer la protection, les transports, les services publics de tout genre, bref, la vie économique nationale. » Fin de citation. Les zones de sécurité regrouperont par conséquent la population des enfants ainsi que tous les axes d'évacuation. Ces espaces neutres nécessiteront le recrutement d'un personnel qualifié, des équipements appropriés qui devront être financés en amont de la guerre. Mais il reste encore pas mal d'inconnus dans cette équation. Par exemple, comment fera-t-on respecter la neutralité dans toutes ces zones ? Je cite : « Même dans les meilleures localités, il faut éviter d'amener un nombre d'enfants si grand qui ne constitue à eux seuls une agglomération tant soit peu importante. Le chiffre de 500 à 1000 enfants est un maximum. Il va de soi que les lieux de refuge ne seront en aucun cas utilisés dans d'autres buts, tels que dépôts de munitions ou trésor national, lieux de réunion de personnalités dirigeantes, etc. Si l'on veut qu'ils soient épargnés par l'ennemi, les enfants devront avant tout être isolés de la guerre de leur propre pays. Les associations de la protection de l'enfance ont la lourde responsabilité de veiller au respect de cette règle. Pour ces raisons, ces lieux seront désignés et si possible aménagés dès le temps de paix. Dans une catastrophe nationale telle qu'une guerre, on ne peut compter sur le hasard qu'est l'improvisation. Un plan bien étudié empêchera ainsi dans une large mesure le désordre que crée le tâtonnement et qui rend plus difficile l'établissement à la dernière minute d'un système quelconque et son bon fonctionnement. Les lieux de sécurité installés d'avance peuvent servir en temps de paix comme colonies de vacances. Ceci permet d'une part d'employer utilement et de façon permanente, pour le bien de l'enfance, des installations prévues pour un besoin en somme occasionnel et hypothétique. D'autre part, celui d'éprouver l'efficacité du système établi et de l'améliorer, le cas échéant en vertu des expériences acquises. Fin de citation.
réseau des zones de sécurité, étendu sur tout le territoire, mis en veille en temps de paix et activé en temps de guerre, aurait en effet l'avantage pour les instances internationales de statuer leur action dans le paysage administratif et juridique de tous les pays signataires de la Convention des droits de l'enfant.